étudiantes et étudiants de la filière Légatech et des autres formations ici présentes, Mesdames, Messieurs de la presse ici présents, chers invités, Mesdames, Messieurs, robotique qualité, bonjour. C'est avec un immense plaisir qu'au nom de l'Université virtuelle du Sénégal, nous remercions et souhaitons la bienvenue à tous ceux qui ont répondu présent à son invitation à venir participer et marquer du nombre indélébile le premier forum sur l'Alliance Victoire et le TIC organisé au Sénégal, le Dakar Légatech Forum. Le destin a voulu que ce premier forum de Légatech soit organisé cette année au lieu de l'année passée comme il était prévu. Ce même destin a permis aujourd'hui d'avoir des étudiants en Légatech filière ouverte cette année par l'UES de participer aisément et de bénéficier d'expertise venues d'un peu partout. Ce grand rendez-vous qui nous rassemble aujourd'hui n'aurait pu se faire sans la collaboration de deux structures internationales avec beaucoup d'expérience sur ces disciplines nouvelles. Légatech Africa, représenté par son cofondateur, M. Gibran Pretas, que je vous demanderai d'appeler, s'il vous plaît. Séraphin Légal, représenté par son CEO, M. Thomas Santora. Il me plaît aussi de saluer la présence du professeur Abdullah Sissé, qui me fait l'honneur de rehausser cet événement en animant la conférence inaugurale de transformation digitale du monde du droit en Afrique. Et bien sûr du professeur Olivier Sagna, qui représente M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche technologique. Au programme de la cérémonie d'ouverture de cette première édition de la Dakar Légatech Forum, le mot du bienvenu du président du comité d'organisation, professeur Jean-Louis Correa, le mot du cofondateur de Légatech Africa, M. Gilbert Pretas, le mot du CEO de Séraphin Légal, M. Thomas Santora, le mot du coordonnateur de l'UVS, professeur Moussalo, et le discours d'ouverture du représentant du professeur Olivier Sagna. Ensuite, nous aurons la conférence inaugurale animée par le professeur Abdullah Sissé, suivie, après la pause café et le point de presse, des travaux qui reprendront. Sans plus tarder, je vais donner la parole au professeur Jean-Louis Correa, que je vous demanderai d'applaudir. Merci beaucoup, Madame Matou. J'aimerais, en ma qualité de président du comité d'organisation, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à l'année de Mermoz et la bienvenue au Sénégal pour nos autres étrangers qui nous viennent de France, qui nous viennent du Cameroun, qui nous viennent de la Côte d'Ivoire. Remercier également du Niger, remercier également tous les collègues qui nous viennent des autres universités, de l'université Hassan Sek, de l'UCAD et du l'UGB. Et remercier surtout monsieur le coordonnateur de l'UVS, le professeur Moussalo, qui a dès le début compris l'importance que revêtait la Légatech, ce mariage entre le droit et l'informatique. Et en bon informaticien, le professeur Moussalo a été parmi les premiers à soutenir ce projet et à soutenir cette orientation que nous avions dans les études de droit à l'UVS, une orientation aussi à côté de ce que l'on faisait de classique et en même temps que les autres universités, cette orientation nouvelle. Nous allons aujourd'hui, avec nos partenaires, le Séraphin, présenter ce que nous concevons comme les métiers du juriste de demain. Et après les présentations des différents légatech qui s'y présentent, nous vous montrerons les quelques métiers que nous avons identifiés avec nos partenaires qui sont justement le vécu quotidien des équipes de Séraphin à Paris. Et nous avons avec eux fait un travail que nous présenterons tout à l'heure. J'aimerais donc, en ma qualité de président du comité d'organisation, remercier toutes les personnes qui, sans relâche, depuis 2 à 3 mois, n'ont eu de cesse de travailler pour que ce jour-là arrive. Nous y sommes. Et j'aimerais remercier toutes les équipes du pôle CEJA, Sciences économiques, juridiques et de l'administration, toutes les directions de l'UVS. Je n'aimerais pas citer de peur d'en oublier une. Et donc, toute l'UVS a été mobilisée pour que nous arrivions à ce. Je vais reprendre les salutations que vous avez évoquées en premier pour faire un petit peu plus court et vous dire que je suis très heureux d'être là. Moi, c'est Gibran Pretas, j'ai cofondé Légatech Africa, entre autres avec Thomas qui se tient ici, qui m'a beaucoup aidé quand on a lancé ce projet. Mon parcours, c'est vraiment un parcours de juriste numérique. J'aimais beaucoup le droit. J'ai fait des études en droit des affaires, en droit du numérique. Et ensuite, j'ai bifurqué. J'ai fait l'alliance en fait entre le droit et les nouvelles technologies, qui était ma passion depuis très longtemps.
Et c'est grâce à la structure Séraphin Légal, qui est une entreprise assez unique en France, qu'on a réussi à développer beaucoup de choses, dont ce programme Légalité Africa, qui a pour objectif en fait d'améliorer l'accès au droit en Afrique grâce à la technologie, à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu en résumé ce qu'on essaye de faire. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'on parcourt toute l'Afrique pour sensibiliser les juristes, les entrepreneurs, les pouvoirs publics sur les opportunités de la Legal Tech. Je pense qu'on aura le temps de les évoquer beaucoup plus en détail au cours de cette journée. Mais c'est clair et net que la Legal Tech, donc en gros l'innovation dans le droit, a de grands jours devant elle en Afrique, parce qu'il y a des besoins qui sont là, il y a des processus qui sont très utiles, on va les évoquer. Et il faut dire que la Legal Tech, c'est quelque chose qui est récent à l'échelle mondiale. Ça a commencé, il faut dire, aux États-Unis il y a plus d'une dizaine d'années. Donc je pense qu'au terme de cette première journée, on aura déjà quelques démonstrations de ce que la Legal Tech peut apporter, en tout cas pour le Sénégal. Encore une fois, c'est une joie d'être là, parce que quand on a lancé le programme Legal Tech Africa, c'était notamment au Cameroun, à Douala, et le professeur Correa était là. Il a participé aux échanges qu'on a organisés à Douala, et il a tout de suite voulu reproduire la même chose au Sénégal. Il s'est vraiment donné à fond. On a beaucoup échangé. C'est pas évident parce que ce sont des sujets qui sont très neufs. Il y a beaucoup de recherche et développement, beaucoup de réflexion. Et d'arriver à créer cette formation-là, qui est une première mondiale en fait, d'avoir une licence en Legal Tech, c'est une première mondiale. Il y a quelques universités dans le monde qui ont des diplômes en Legal Tech, mais d'avoir cet accompagnement première année, troisième année en licence, c'est une première au monde. Je suis vraiment très honoré d'être là parmi vous dans cette université qui n'est pas que virtuelle, on le voit, et qui a effectivement fait un très très grand bruit à l'international en créant cette première licence Legal Tech. Alors, moi je voulais juste dire un petit mot sur l'alliance du droit et de la technologie. Tout d'abord parce que la technologie dans le droit, c'est quelque chose qui peut faire peur. On a tous l'image du juge robot, on a tous l'image du contrat qui va s'exécuter naturellement, etc. Et avec le petit recul qu'on a maintenant côté Séraphin, où c'est notre quotidien depuis 5 ans, c'est pas du tout ça ce qui se passe. En fait, quand on a vu les Américains arriver en Europe avec la Legal Tech, en fait c'était une stratégie de domination du droit de common law sur nos droits de tradition romano-civiliste. Et c'est pour ça que le projet Open Law, qu'on a pu piloter en 2014, ça a consisté à mettre le droit, la base de données Légifrance, de le mettre en open data. C'est-à-dire qu'on a ouvert les données et on a stimulé la réutilisation. On a cherché à ce que des ingénieurs informatiques, des data scientists, on a cherché à ce que des entreprises puissent se saisir de ce droit pour repenser le droit dans ce nouvel environnement. Et à un moment, on a vu une grande difficulté, c'est que les ingénieurs étaient fascinés par le droit, puisqu'ils disaient en fait, la loi, le décret applique la loi, la circulaire interprète le décret, et la jurisprudence, la bouche du juge vient dire le droit, et donc il pouvait faire des liens comme ça entre ces données. Mais il manquait quelqu'un, il manquait le juriste lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que nos entreprises, que nos projets ne pouvaient pas avancer sans que le juriste devienne lui-même un acteur de ce droit numérique. Et on avait complètement raté ça initialement en 2014. On n'avait pas l'université qui était présente, on n'avait pas la formation. Et c'est comme ça que nous, Séraphin, par exemple, mon entreprise qui s'est créée à ce moment-là, avec l'ensemble de l'écosystème, on a ouvert les données, pour donner quelques chiffres, en 2014 en France, il y avait 5 sociétés Legal Tech. Aujourd'hui, on a 320. On a créé des milliers d'emplois, mais pour recruter des juristes numériques, nous allions à la Sorbonne, où j'enseigne, mais on enseignait le droit du numérique, mais pas le numérique du droit. On est allé à l'école d'avocats, d'huissiers, de notaires. Les jeunes n'étaient pas du tout formés. Ils étaient formés, on leur expliquait, vous allez faire du droit, rien du droit. Et du coup, on a pris les choses en main, et on a créé nous-mêmes l'écosystème. On a créé une Legal Tech Academy. Mesdames et messieurs les représentants des ministères et institutions publiques, monsieur le professeur Abdallah Cissé, je remercie au passage d'avoir accepté de venir animer cette conférence inaugurale. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Mesdames et Messieurs les représentants des recteurs et institutions privées d'enseignement supérieur, Monsieur le cofondateur de Legalitech Africa, Monsieur le CEO de Stratin Legal, j'espère que je prononce bien le terme, Monsieur le cofondateur adjoint de l'UVS, Monsieur le professeur Correa, président du comité d'organisation, responsable du pôle de formation sciences économiques et des administrations, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'UVS, Monsieur le représentant de Gaïné 2000, Monsieur le représentant du bureau régional de l'AUF, chers partenaires, chers membres du conseil d'administration du conseil académique de l'UVS, Mesdames et Messieurs les conférenciers et experts invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif technique et de service, chers étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous souhaiter, à la suite du professeur Correa, la bienvenue au sein de notre institution, l'Université virtuelle du Sénégal, à l'occasion de ce forum international sur la Legalitech. En accueillant ce forum international à Dakar sur la Legalitech, l'UVS souhaite renforcer le positionnement de notre pays comme leader dans un secteur en pleine expansion. En effet, il est désormais établi que le numérique doit être au cœur de toutes les politiques publiques, d'autant plus que la volonté affirmée des autorités est de faciliter l'accès de nos concitoyens à l'information de tous ordres, économique, médical, juridique, etc. C'est dire donc tout le plaisir qui m'habite en constatant la présence de ces nombreux experts du domaine qui ont bien voulu accepter d'être à nos côtés durant ces 2 jours pour débattre de cette problématique dont la finalité est de mettre la technologie au service du droit. En accueillant cette manifestation qui se tient pour la première fois au Sénégal, l'UVS satisfait à l'un des objectifs que l'État lui a assignés, à savoir permettre une meilleure appropriation des TIC par toutes les catégories sociales du pays. Mesdames, Messieurs, distingués participants, notre institution, bien que jeune, s'évertue depuis le démarrage de ses activités à être attentive aux mutations en cours dans tous les segments de la vie socio-économique du pays. C'est tout le sens qu'il faut donner à la diversification de notre offre de formation adossée aux besoins de l'économie nationale, apportant ainsi notre contribution à la mise en œuvre de l'axe 1 du plan Sénégal émergent qui vise le développement du capital humain. Ainsi, des filières innovantes telles l'administration économique et sociale, multimédia et télécommunications, art graphique et numérique, développement d'applications web, mobile gaming et bientôt intelligence artificielle, big data, serious games, etc. sont offertes à nos étudiants. Monsieur le coordinateur de l'UVS et chers amis, monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, monsieur le représentant du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, monsieur le représentant de la Commission nationale de protection des données personnelles, messieurs les représentants des opérateurs de téléphonie, messieurs le représentant de la Fondation Sonatel, messieurs les représentants des recteurs et directeurs d'établissements publics et privés d'enseignement supérieur au Sénégal, monsieur le représentant de Sarafin Legal, monsieur le représentant de Legalitech Africa, chers étudiants, chères étudiantes, mesdames et messieurs, en vos titres, en grades et qualités. Je voudrais tout d'abord vous présenter les salutations cordiales du docteur Cheikh Oumar Anne, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui ne peut pas être présent parmi nous ce matin, puisqu'il est actuellement en mission à l'université Hassan II de Ziguinchor. Et donc, il m'a demandé de le représenter à l'ouverture de Dakar Legalitech 2019, ce forum sur l'alliance du droit et des technologies de l'information et de la communication. Comme vous le savez, le développement du numérique est au cœur du plan Sénégal émergent, notre cadre de référence unique en termes de politique de développement qui vise à conduire le Sénégal sur la voie de l'émergence à l'horizon de 2035 via 3 piliers importants: la transformation structurelle de l'économie, le renforcement du capital humain, ça a été mentionné par le coordonnateur de l'UVS,
et la bonne gouvernance. Je suis très heureux et très honoré de partager avec vous la séance de ce matin. Lorsque Jean-Luc Correa m'en parlait du forum, j'ai été très heureux de voir le chemin parcouru depuis lors, depuis plusieurs années, nos premiers mémoires sur le cyberdroit. Je vois Baïsam Diop ici, c'est vers les années 97, 2004. Donc on commençait à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de texte au Sénégal. Et tous les sujets de mémoire étaient vers la solidarité numérique, vers la signature électronique, parce qu'il n'y avait pas de texte. Mais on avait senti très vite, après l'initiative africaine sur la société de l'information qui date de 1996, il ne faut pas l'oublier, c'est avant la déclaration du sommet mondial sur la société de l'information. C'est à l'époque que j'avais dit à certains de mes étudiants et amis à l'époque, vous savez, le monde est en train de prendre un tournant. Si vous ne suivez pas le sens du vent, vous risquez d'être complètement là. Et aujourd'hui, je ne sais même pas combien d'années sont passées par là, on est là à Dakar en train de célébrer la liberté avec une nouvelle licence qui vient d'être lancée à l'US et qui est lancée par, voilà, un de ces jeunes et brillants de l'époque qui avaient compris et qui savent qu'un jour, la responsabilité, le devoir va les appeler à agir. Et ils l'ont fait. Je voudrais vraiment vous féliciter, M. Jean-Luc Correa, chers collègues, et le recteur de l'US pour avoir pris la décision de faciliter cette nouvelle formation. Tout à l'heure, en vous écoutant, je me suis dit qu'on est dans une époque où lorsqu'on parle de numérique et du droit, il y a beaucoup de préjugés qui s'entrechoquent. Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. On n'a que des préjugés. Et du coup, le débat est biaisé. Il n'y a que des faux débats là-dessus. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pense que la justice va être robotisée, qu'on n'aura plus besoin d'avocats, l'enseignement à distance va prendre la place de tout le monde, on n'aura plus besoin d'enseignants. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut essayer d'aller au-delà des symptômes et interroger les vraies sources de la problématique qui nous réunit aujourd'hui. Je pourrais peut-être choquer certaines personnes en étant parfois, à certains égards, un peu théorique, mais j'ai choisi ce biais parce que nous sommes dans une université. Il n'y a pas que les étudiants, il y a les décideurs. Pas seulement de l'université virtuelle, mais des autres universités. Le ministère est ici représenté. Le barreau, les ordres professionnels, le patronat, tout le monde a son mot à dire pour savoir là où on doit situer aujourd'hui le curseur. Si on veut le faire, eh bien, il nous faut d'ores et déjà apprendre à gérer les impostures nouvelles que le numérique a créées. On ne sait plus qui est spécialiste de quoi. Les juristes sont là, certains vont vous dire je suis spécialiste du droit des contrats et ils ne connaissent pas les contrats électroniques. Je suis spécialiste du droit bancaire, je ne connais pas le e-banking. Je suis spécialiste du droit du travail, je ne connais pas le télétravail. Je suis spécialiste du droit pénal, je ne connais pas la cybercriminalité. On est spécialiste de quoi? Est-ce qu'un expert accepterait de dire « Je suis un expert du droit classique, des contrats classiques, du droit pénal analogique ?» Personne ne veut le faire. Mais en refusant de l'admettre, on devient imposteur. Demain peut-être, les élections vont disparaître. On en parle. Parce qu'on n'en aura plus besoin. On va juste regarder les données, les interpréter avec le big data. Et on va se dire, mais voilà ce que la société veut. Mais c'est des économies de milliards. À partir de ce moment-là, on aura besoin de palais présidentiels, de Mercedes, de motards. Pour faire quoi? Ça c'est analogique, c'est fini.
Voyez-vous, le Parlement, les élections, mais les grands registres de l'État, les NINEA, les RTCM, le foncier, le livre foncier, le fichier électoral, voilà les vrais débats. Ce ne sont que des territoires de la blockchain, il va les prendre. Nous, on va attendre à force de résistance, qu'un jour, la Banque mondiale nous signe une convention avec une conditionnalité en disant « Vous devez faire une blockchain électorale. » On se dira, ce sera un peu trop tard. C'est de cela qu'il s'agit, en termes de construction d'une nouvelle souveraineté numérique. Si on ne le fait pas, surtout pour les pays en développement, vous savez c'est quoi? C'est la cybercolonisation. Les spécialistes de l'armement savent que toute arme qui a été utilisée une fois sur la planète le sera une seconde fois. C'est pourquoi il y a un traité de non-prolifération nucléaire. Il y a eu l'esclavage. Vous voyez aujourd'hui, on parle de neuro-esclavage. Parce que les neurosciences nous donnent la capacité de coloniser et d'asservir un cerveau, même à son insu. C'est pourquoi les droits de l'homme, aujourd'hui, ont réfléchi sur l'intégrité mentale. Qu'est-ce qu'on fait? J'en ai 5 axes qui doivent préoccuper aujourd'hui les juristes. C'est la sécurité. Un droit doit aujourd'hui assurer la sécurité, mais la cybersécurité. Donc une parfaite adéquation entre la sécurité juridique et la sécurité technique. C'est un champ de prédilection des légalités. C'est la prise en charge de la liberté. Le droit d'aujourd'hui doit être un droit de protection. Il doit protéger la liberté. Il doit protéger l'intégrité. Il doit protéger les cyberconsommateurs. Il doit protéger les cybercitoyens. Il doit protéger les biens, classiques comme numériques. Il doit protéger les infrastructures, et notamment et spécialement les infrastructures d'importance vitale. Il doit protéger la propriété intellectuelle. Et quand c'est un droit de protection. C'est un droit, troisièmement, qui doit avoir la capacité de fabriquer des normes, légiférer. La légitimation n'est plus du simple ressort des parlements. On est à l'ère des parties prenantes. On n'a pas encore tiré la leçon au plan du droit constitutionnel. Vous voyez, les parlementaires n'intéressent plus personne. Les gens n'écoutent pas les débats. Parce qu'on sait qu'ils sont complètement déphasés et passent le temps à gérer des privilèges. Le vrai débat aujourd'hui, c'est de mettre le problème sur la table et de dire quelles sont les parties prenantes dont les intérêts doivent être pris en compte. Qui peut le faire mieux qu'une blockchain? Soit le Parlement se dote de sa blockchain et fait honneur, soit on créera un autre type de Parlement. On va dire cyber-parlement. C'est comme ce qui se passe avec votre université. C'est ça l'université du futur. Demain, on se rendra compte que toutes les universités analogiques, soit elles vont signer des accords de partenariat avec vous pour subsister, soit elles vous laisseront la place. Mais c'est ça l'université du futur. L'enseignement se fera dans la mobilité.